tous autant que nous sommes les enfants de l'océan. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et il y a une chose sur laquelle très peu de gens, tout le monde est d'accord, en fait, toutes les sciences, toutes les philosophies, toutes les religions sont d'accord, c'est que la vie est née de l'eau. Tout ça, ça a l'air très simple, ce sont des choses que tout le monde connaît, mais en fait, quand on les recadre dans notre siècle d'aujourd'hui et dans notre corps et dans notre pensée, ça prend une autre dimension. Nous sommes vraiment des créatures aquatiques, nous sommes dans le ventre de nos mères dans un océan amniotique. À l'âge de 7 semaines, nous ressemblons exactement à un embryon de dauphin. Et donc, nous naissons vraiment, on dit d'ailleurs la naissance, ça s'appelle perdre les os. Et en fait, c'est un peu ce qui nous arrive à nous humains. C'est-à-dire que, étant venus de l'océan, à un moment donné, nous lui avons tourné le dos. Il y a d'ailleurs un proverbe hawaïen qui dit « Ne tourne jamais le dos à l'océan ». Or, nous, humains, qu'est-ce qu'on a fait? On est sortis de l'océan et on est allé sur Terre. C'était formidable, ce monde extraordinaire. On a commencé à développer des doigts, des mains, à se relever, plutôt pour cueillir les fruits, à devenir des bipèdes plutôt que des dauphins qui, eux, sont restés dans l'océan et qui sont nos frères. Et donc, cette action de s'éloigner de plus en plus de l'océan, à un moment donné, effectivement, ça a fait que nous n'étions plus en accord avec notre monde. 71% de cette planète, c'est l'océan. Imaginez-vous ça. 2/3 de la planète. Et il y a plein de gens pour lesquels l'océan n'a aucune existence. Donc voilà, nous nous sommes détournés de notre berceau, de notre mère, la mer, le titre d'un de mes livres, Mère, c'est pas un hasard. Et puis nous sommes arrivés dans la civilisation. Et au XXe siècle à peu près, on a commencé à reconquérir l'océan. C'est-à-dire que des gens on a commencé à avoir des outils aussi, et puis les gens se sont vraiment immergés. Alors pourquoi on ne s'est pas immergé avant? Enfin, il y a encore des peuples qui vont sous l'eau sans aucun attirail. Eh bien, en fait, curieusement, vous savez, aujourd'hui, on parle des plastiques pour l'océan. Les plastiques, c'est la mort de l'océan, c'est catastrophique, etc. Sans ces plastiques, il n'y aurait pas de conquête de l'océan. Palme, masque, tuba. Ces 3 petits outils de rien du tout, qui sont faits en plastique, évidemment, eh bien, ça a été une espèce de baguette magique, un sésame fantastique pour nous permettre de découvrir cet élément qui était le nôtre et auquel nous avions, pendant des siècles, tourné le dos, puisque quand vous regardez bien notre histoire, que ce soit de la science, la philosophie, tout ça, l'océan est totalement absent. Il est absent. On est des créatures aquatiques, on vient de l'océan, et l'océan est absent de la philosophie, même de l'art, de la culture, de la science. Au programme scolaire, on devrait avoir océan, océan, océan. En géographie, en physique, en histoire, etc., l'océan a une place prépondérante. Mais ça, on l'a complètement oublié. Donc, au XXe siècle, disais-je, des gens ont commencé à reconquérir ce domaine. Alors, c'est certains pionniers qu'on connaît tous, enfin, le temps passe, mais on connaît les gens qui ont découvert le monde du silence, comme Cousteau, qui était là avec une caméra surtout, parce que Cousteau, c'était avant tout un cinéaste. Après ça, on a des gens qui ont redécouvert le milieu de l'apnée, par exemple, comme Jacques Mayol, que j'ai eu la chance de bien connaître, et à qui on avait dit qu'en dessous de 50 mètres, sa cage thoracique serait complètement écrabouillée, qu'il n'était pas question qu'il fasse de l'apnée plus profond. Jacques, avec sa connaissance des dauphins et du yoga, eh bien, il a réussi à descendre à 100 mètres, à passer cette barrière qui paraissait totalement invraisemblable et infranchissable à tout le monde. Il est descendu à 100 mètres. Alors, après, il y a aussi des gens qui ont choisi de partir autour du monde, comme une autre personne que j'ai eu l'honneur de bien connaître, d'être ami, qui est Bernard Moitessier, qui était un grand navigateur, et qui est le premier à avoir fait un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, plus qu'un tour du monde même, puisque au moment de gagner la course, il est reparti dans l'autre sens et il est resté 10 mois en mer. Voilà, tout ça, c'était des exploits extraordinaires qui faisaient la une des journaux. Quand Jacques Mayol a plongé à 100 mètres, ça a été un événement fantastique. Moitessier qui fait un demi-tour du monde en plus, événement fantastique. Voilà. Donc tous ces gens, y compris dans le surf, c'est-à-dire que au XXe siècle, quelqu'un qui surfait une vague de 9-10 mètres, par exemple, était considéré comme un héros fantastique. Ça, c'est la reconquête du XXe siècle. Et cette reconquête, elle va avec quelque chose qui est que, ah bah tiens, l'océan, il va pas si bien que ça. Il est pollué, il est sale, il est malade. Et surtout, le problème numéro 1 de l'océan, c'est la surpêche.
cette surpêche sauvage, parfois pirate, qui fait que des bateaux venus d'un peu partout, beaucoup d'Asie, ravagent les fonds marins. Et parfois, il faut quand même avoir conscience qu'on connaît moins de 10% de la biodiversité marine. Moins de 10%. Et on est en train aujourd'hui de détruire des espèces qu'on ne connaît pas, qui peut-être auraient la clé de nos origines ou la clé de nos problèmes plus tard. Donc on a ce constat et on arrive au XXIe siècle, aujourd'hui. Ce qui est fantastique aujourd'hui, c'est qu'on a une espèce d'armée pacifique de gens qui sont passionnés par l'océan, parce que maintenant on a les outils, on a vu des gens surfer, on a vu des gens naviguer, et donc tout le monde en devient un petit peu capable. Au point qu'aujourd'hui, à Nazaré, qui est une ville à laquelle est jumelée la ville de Capbreton où j'habite, on surfe des vagues de 30 mètres, alors qu'avant c'était 8-9 mètres. Quand des gens qui font un tour du monde en voilier, en solitaire, il y en a tellement que ça passe totalement inaperçu. L'apnée aujourd'hui, on est plutôt dans les plus de 200 mètres en apnée, ce qui paraissait totalement impossible. Tout ça pour vous dire que toutes ces choses ont beaucoup évolué et qu'en fait, on a aujourd'hui, comme je disais, une armée pacifique, beaucoup de jeunes qui sont capables de naviguer, de plonger, de pêcher, qui connaissent l'océan, qui connaissent les vagues. J'appelle ça un peu la génération waterman et waterwoman, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui viennent à l'océan, tout comme les hommes, marins, plongeurs, apnéistes, exactement pareil. Je veux dire, les femmes ont même un rôle important à jouer là-dedans. Enfin bon, c'est une autre histoire. Et donc, ce XXIe siècle, avec ces gens qui ont des nouvelles capacités, des nouveaux outils, puisque vous savez qu'aujourd'hui, on peut trouver des outils pour tout faire sur l'océan, pour plonger, il y a même des sous-marins amateurs, on peut acheter un bateau, des planches de surf, de stand-up paddle, enfin bon, là, puis tout le monde a accès à des combinaisons de plongée, parce que quand je m'occupais de l'océan, quand je plongeais, quand je surfais, dans les années 60-70, on n'avait pas de combinaison, ça n'existait pas. Donc ça, c'était l'eau froide, c'était bien aussi, etc. Et voilà, aujourd'hui, on a tous ces outils extraordinaires qui nous permettent vraiment d'aller plus loin. Et donc ce constat parce que très souvent, quand je dis que je m'occupe de l'océan ou que j'écris sur l'océan, les gens disent « Ah oui, oh là là, c'est terrible ». Je dis « Mais non, l'océan, c'est magnifique ». « Ah oui, mais les poissons morts, la pollution, les plastiques ». Alors moi, je dis toujours, OK, ce constat, il est fait, d'accord, l'océan est pollué, il y a moins de poissons, il y a beaucoup de plastique. Malheureusement, je ne peux pas vous dire le contraire, tout ça est parfaitement vrai. Alors moi, là où je me suis intéressé, c'est de me dire, bon, on a ce constat, mais on a des gens capables de faire des choses, et on a des gens qui font des choses un peu partout sur la planète. Donc j'ai voulu, dans un livre qui s'appelle « Demain l'océan », demain évidemment étant un clin d'œil au Colibri des mers, à Cyril Dion et à un monde meilleur, où la permaculture serait une philosophie plus que du jardinage. Et donc, j'ai voulu collecter, comme un catalogue des ressources qui existait dans les années 60-70, collecter les bonnes nouvelles de l'océan. Alors, j'ai mis en exergue de mon livre 2 citations qui, en fait, reflètent ma philosophie et la philosophie du livre. Une citation, c'est celle de Voltaire, qui est très, très importante. « J'ai décidé d'être heureux, parce que c'est bon pour la santé ». Il le savait déjà à l'époque. Et on peut décider d'être heureux. Et l'autre citation, elle est de Catherine Chabot, une très grande navigatrice, qui dit « S'attaquer aux solutions plutôt qu'aux problèmes ». Et quand on mélange ces deux choses-là, c'est-à-dire une espèce d'optimisme, de conviction idéologique, plus s'attaquer aux solutions, eh bien, on arrive à des résultats fantastiques. Donc j'ai voulu, moi, repérer un peu toutes les initiatives dans la planète, grandes ou petites, qui sont bonnes pour l'océan. Et je dois dire que j'ai été surpris parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup plus que je n'osais l'imaginer. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, de savoir qu'on ne peut plus comptabiliser les initiatives positives. Alors vous allez me dire, oui, mais quel genre d'initiatives positives ? Alors aujourd'hui, on construit des bateaux hybrides qui vont fonctionner avec le solaire, l'hydrogène. Et même, il y a un bateau qui est construit qui va aspirer les plastiques pour en faire un carburant. Donc ça, c'est expérimental, mais ça va avoir lieu. Et alors, en ce qui concerne les plastiques, vous allez me dire, oui, les plastiques. Alors, il y a un jeune homme qui, il y a une dizaine d'années, a fait un petit TEDx en Hollande avec 40 copains autour. Il s'appelle Boyan Slat.
Il avait 18 ans et il y croyait qu'à moitié. Il avait une idée qui était de barrer les plastiques pour les empêcher, pour les récupérer. Et puis, au bout d'1 mois, 2 mois, il a reçu énormément d'argent sur son compte. Aujourd'hui, il a récolté 36 millions de dollars et il a mis au point des espèces de barrières flottantes qui permettent de récupérer les plastiques. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est comme d'avoir une louche dans la mer, etc. Or, on a des chiffres qui sont sortis récemment qui nous disent que 86% des plastiques qui viennent par les cours d'eau viennent de seulement 10 fleuves dans le monde, qui sont entre l'Asie, la Russie, l'Afrique. Et donc, si on pouvait utiliser cette technique de Boyan-Slat dans des estuaires, à ce moment-là, on empêche les macroplastiques de devenir des microplastiques, ce qui est vraiment un problème. Donc, ce qu'il est en train de faire, c'est formidable. Autre chose, les énergies marines renouvelables. En France, on est extrêmement en retard sur les énergies marines renouvelables, sans doute parce qu'on a un gros lobby nucléaire. N'empêche que les expériences qui sont faites sur les éoliennes offshore qui sont plantées dans le sol sont incroyables, c'est-à-dire qu'elles fournissent 30% de plus d'énergie que les éoliennes à terre. Et en plus, on s'aperçoit que ça crée des espèces de sanctuaires marins. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'océan, heureusement, a une capacité de résilience extraordinaire. Eh bien, autour de ces éoliennes, on trouve des moules qui ont attiré des crustacés, qui ont attiré des poissons, qui ont attiré des mammifères. Et là, aujourd'hui, on a une population de phoques extraordinaire autour des éoliennes qui s'épanouit complètement là-bas. Donc, vous voyez, des solutions existent, et ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Mais surtout, l'angle le plus important, ce sont les sciences participatives. Alors, le temps va me manquer pour vous expliquer, vous donner des exemples, mais les sciences participatives permettent à tout passionné de l'océan, muni d'un smartphone ou muni d'un ordinateur, de renvoyer des informations aux scientifiques. Donc tous les gens qui sont passionnés, qui ont un voilier, une planche de surf, qui vont même en apnée, peuvent faire des tas de choses. Les plongeurs, aujourd'hui, on leur demande d'aller sur les récifs, de regarder, d'observer et de rapporter des informations. On peut aussi demander aux gens sur leur ordinateur de surveiller la pêche illégale. La fondation Leonardo DiCaprio et Google ont mis au point des algorithmes très complexes qui vous permettent à tout un chacun de surveiller les bateaux et dire « Oh, celui-là, il est rentré dans un sanctuaire. » Hop, on appuie et ça part, le bateau est intercepté. Tout ça commence à se mettre en place. Même Ifremer a fait des programmes qui permettent... c'est une espèce de Shazam de l'océan. Donc, si on trouve quelque chose sur la grève ou un poisson, vous avez la possibilité de savoir ce que c'est. Et si c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, eh bien justement, les scientifiques s'en servent. Donc, vous voyez, tout ça, c'est quand même des très, très bonnes nouvelles. Et l'autre dimension que je voudrais faire passer ce soir, en dehors du fait que, voilà, on a ces sciences participatives, on a tous ces gens qui peuvent aujourd'hui agir pour l'océan, parce que souvent, les gens ils me disent « Mais moi, j'aime l'océan, mais qu'est-ce que je peux faire ?» Sous-entendu, c'est tellement immense. Alors, c'est tellement immense, l'océan, que la haute mer, ce qu'on appelle la haute mer, c'est un espace qui n'appartient à personne, qui est en dehors des eaux territoriales. Eh bien, la haute mer représente 45% de notre planète. Non, mais il faut rentrer ces chiffres-là dans la tête. C'est-à-dire que presque la moitié de notre planète n'appartient à personne, donc à tout le monde, et que c'est un espace... Alors évidemment, c'est un espace qu'il faut protéger, d'autant plus que ma conviction, et je ne suis pas le seul, c'est qu'il y a dans l'océan une véritable dimension spirituelle. Et ce dernier point, pour moi, c'est celui qui compte le plus. C'est-à-dire que plus je me baigne, plus je vais dans les vagues, plus j'ai une espèce de communication très forte avec l'océan, comme un être sensible qui comprend, qui sait, et en fait la mémoire du monde, eh bien, elle est dans l'océan. Il y a un universitaire japonais qui s'appelle Masaru Emoto, et qui a fait des expériences sur les gouttes d'eau, la structure moléculaire des gouttes d'eau. À travers la cristallisation sensible, on peut voir la structure moléculaire. Il a exposé certaines gouttes d'eau, ou certains bocaux, à des vibrations tout à fait positives, je vous aime, je prie pour vous, etc. Et là, les structures deviennent magnifiques comme des mandalas fantastiques. Après, quand on expose des gouttes d'eau à des vibrations hostiles, genre « ouais, je te déteste, t'es moche », etc., au bout d'un certain temps, on observe la structure moléculaire, on voit qu'elle est complètement difforme. Et nous, qu'est-ce qu'on est? On est des océans, on est des outres, on est plein de flottes. Notre cerveau, c'est 80% de l'eau. Notre corps est une représentation de l'océan. Notre sang a la même salinité que l'eau de mer, de même que nos larmes. Donc, imaginez un peu, ça veut dire qu'on est aussi
on sent les marées, on sent les tempêtes, on sent les basses pressions et on sent les bonnes vibrations. C'est ce que j'appelle la permaculture en tant que philosophie humaine. Quand on est bien entouré, on fait des bonnes choses, et l'inverse, malheureusement, est vrai aussi. Donc, quand on met tout ça ensemble, eh bien, on se dit, voilà, notre berceau, ce qui a fait de nous des humains, l'océan, c'est le moment de s'en occuper vraiment. Et pour moi, les deux mots-clés de notre vie en tant qu'humain, c'est l'eau et l'amour. C'est-à-dire que si on a ces deux choses que les dauphins pratiquent très très bien, vous savez, on dit vivre d'amour et d'eau fraîche. Ça a l'air un peu rigolo comme ça, mais en fait, si on a ces deux éléments, si on a l'eau et l'amour, en fait, on peut vraiment créer une nouvelle vie, une nouvelle forme d'existence. Et c'est pour ça que je dis que nous avons aujourd'hui besoin de l'océan, nous n'avons jamais autant eu besoin de l'océan qu'aujourd'hui, et lui a vraiment besoin de nous aussi. Et donc, l'océanisation de l'humanité, ce que j'appelle l'océanisation de l'humanité, donc c'est ce mouvement de nous vers l'océan, et c'est plus que quelque chose qu'on peut faire par conviction, c'est une nécessité absolue pour que nous redevenions des êtres humains complets.